Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle critique de film. Tu sais qu'actuellement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur la critique sur F1, qui est sortie donc il y a 2 semaines maintenant, le temps passe vite. Bah, en réalité, j'ai très peu de séries que j'ai vues actuellement, donc je suis beaucoup plus dans les films. Et actuellement, j'ai encore vu un film hier, donc c'est la critique du film que j'ai vu du coup hier, c'est-à-dire le jeudi 10. Et aujourd'hui, vous aurez la vidéo, je pense même aujourd'hui où je la tourne, donc c'est-à-dire le vendredi 11, et ce soir, vous l'aurez à mon avis de sortie. Donc pouvoir la voir chez vous tranquillement ce week-end et avoir donc un avis sur le film. D'ailleurs, j'espère pouvoir vous donner envie de voir ce film, parce que moi, j'ai été très conquis par ce film que j'attendais depuis un bon bout de temps. Et je suis d'ailleurs très content du coup de pouvoir faire la critique de ce film et vous dire ce que j'en ai pensé, même s'il n'y a pas que des bons points. Mais ça reste un film, un très bon film. Bon, après, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas que des bons points. Sinon, j'ai envie de vous dire, s'il n'y a que des bons points dans un film, ça sert à quoi de faire une critique ou de regarder des films où en fait tout est bien. Heureusement qu'il y a des fois un peu de difficulté et donc c'est mieux comme ça. Donc bien sûr, je vous parle d'un film de super-héros, donc un CBM, un comics book movie chez les Américains. Réalisé par du coup le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, donc la meilleure trilogie pour moi chez Marvel, qui a aussi fait The Suicide Squad, le deuxième et pas le premier, chez DC Comics en 2021. Je vous parle bien sûr du coup d'un film de super-héros, et je pense que vous avez très vite compris que je vous parle du coup du film qui se nomme donc Superman, qui a été réalisé du coup par James Gunn, le réalisateur du coup des Gardiens de la Galaxie, qui a du coup relancé DC Comics il y a très peu de temps, et qui est du coup à la tête de DC Comics avec Peter Safran. Et dans son film, il a un très bon casting d'ailleurs, puisqu'il y a Nathan Fillion qu'on a vu dans pas mal d'œuvres, donc de Gardiens de la Galaxie, le dernier, il a fait aussi The Suicide Squad, David Coran Sweat que j'ai pu voir du coup moi dans Twister, le remake, Rachel Brosnahan que j'ai jamais vu dans un film, je crois bien, c'est d'ailleurs assez triste, je pense, parce qu'elle a une très bonne palette d'actrices, et je pense que ce serait intéressant pour moi de voir ce qu'elle a fait. On a quoi d'autre? On a qui d'autre? Nicolas Hoult, on a vu du coup jouer le fauve chez les X-Men, et qui est un très très bon casting pour un film qui avait besoin d'un bon casting, on va pas se mentir, et pour relancer DC. Et pour moi, ce film est la preuve que James Gunn a compris ce qu'il fallait faire pour relancer DC Comics, et que Marvel a vraiment de quoi avoir peur. Et si ça s'améliore pas, je pense que d'ici très peu de temps, la concurrence va être très rude, et pour Marvel, ça va être très dur de revenir au meilleur des niveaux. C'est pour ça que j'espère que Marvel se relance et qu'une concurrence entre les deux fasse du bien du coup au l'univers du super-héros. Donc bien sûr, qui dit critique dit donc parler des personnages. Donc le personnage dont j'ai envie de vous parler actuellement, c'est du coup Superman, qui n'est pas du coup n'importe qui. Donc juste 2 secondes que je retrouve l'image. Comme j'ai dit, je vais vous parler du coup du personnage de Superman, joué du coup par David Coran Sweat, qui j'avais déjà vu jouer dans Twister, mais il n'était pas son meilleur rôle à mon avis. Puis d'ailleurs on continue d'Anthony Ramos qui maintenant joue D-Hood chez Marvel dans la série Runners, qui est pour moi pas le meilleur des séries, mais qui est pas la pire que j'aurais vue. Donc bien sûr, c'est un Superman très différent de celui d'Henry Cavill. Je suis un grand fan d'Henry Cavill, mais Snyder n'avait jamais rien compris à Superman. Pour vous dire, pour Snyder, Superman c'est un dieu. Ce qui n'est totalement pas Superman. Superman reste un être à part entière qui est un extraterrestre, qui a des pouvoirs, qui est un méta-humain, comme le disent les personnages du film, mais qui n'est pas juste un méta-humain Dieu. Non, il a des soucis, il comprend pas, il a de la peur, il a de l'amour, il a de la joie, il a de la colère, il ressent toutes les émotions que les humains ressentent. Du désespoir aussi, puisque en réalité, le message du film, c'est qu'en fait, il croyait que ses parents l'avaient envoyé sur Terre pour aider les humains. Et en fait, il avait perdu une partie de son message quand il est revenu sur Krypton. D'ailleurs, c'est un très bon choix de James Gunn de ne pas ramener Superman toute son enfance, toute sa rencontre avec Lois. Là, on a vraiment un Superman qui est déjà Superman. Donc, un truc que l'on aurait dit, oui, on la connaît par cœur. Pourquoi la remettre à chaque film? Et c'est très bien. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dans Superman et Lois, la série de la CW qui s'est transformée du coup chez Warner, qui est très bien. En fait, il n'y a pas besoin de ramener les choses que tu connais par cœur. Donc là, on voit un Superman déjà établi, qui est déjà dans un monde où il y a déjà des méta-humains, des super-héros, et qui pensait du coup faire le bien, et en fait ses parents l'ont envoyé pour peupler la Terre, qu'il pensait être du coup une planète avec des humains débiles, et c'est jamais ce que Clark a pensé en fait. Et d'ailleurs, en parlant de Clark, il y a un truc très intéressant, on nous a appris que en fait, si personne ne le reconnaît, c'est parce qu'il a des hypno-lunettes. Donc une lunette spéciale qui modifie son visage pour la perception du monde entier. C'est intéressant de ramener ça, même en fait, si on n'a pas vraiment besoin de ça. On sait très bien que juste les lunettes permettent de changer le personnage.
Il y a eu une expérience qui a déjà été faite sur les réseaux où un homme est venu dans une ville où il était connu, où les gens le connaissaient. Il a marché avec son accoutrement habituel, les gens l'ont reconnu. Il a juste changé de lunettes, il a tout enlevé et en fait il était devenu invisible. Donc comme quoi juste la perception change. C'est intéressant de ramener ce côté-là où on comprend un peu mieux, mais c'est pas le plus utile. En tout cas, ouais, c'est un très bon Superman qui a beaucoup de colère, qui crie beaucoup, ça c'est un peu une déception que j'ai eue, qui n'est pas le plus calme de tous, mais ça se comprend parce qu'il pensait faire le bien et en fait les gens ont été rangés du côté des méchants, dont on parlera par la suite, et plus que de son côté à lui. Mais il va être ramené du coup dans le droit chemin grâce à un personnage qui est plutôt assez important du coup dans ce film. C'est d'ailleurs du coup pas Kent, donc son père recueilli du coup le fermier qui a recueilli du coup Clark Kal-El qu'ils ont renommé du coup Clark Kent. En fait, il y a très peu de passages entre eux. Au début du film, on voit juste que du coup Kal-El Clark Kent a un coup de fil avec ses parents pendant qu'il est du coup à Daily Planet parce qu'il y a eu sa première page qui est sortie, que du coup on apprend des choses sur lui. On apprend du coup qu'il a sa première page, c'est la première fois qu'il en a une, grâce à une interview qui s'est faite avec lui-même en fait, puisque c'était Superman, que il le voit peu, et en fait plus le film passe, plus on a peu d'infos sur eux, jusqu'à un moment où Clark est en mauvaise posture, il doit retrouver il doit retourner là où il est mieux, donc chez ses parents, et il va dormir hyper longtemps pour reprendre des forces, et quand il va se réveiller en fait, et ben, on va se rendre compte que Kent a beaucoup de difficultés à montrer son sentiment, il va le montrer de fou, et l'acteur, j'ai plus son nom, mais qui joue Kent est un très bon acteur. En fait on se rend compte que pour lui, Clark, il a toujours été fier de ce qu'il a fait. Même si les gens sont contre Superman, sont contre Clark, lui il sera toujours de son côté. Et pour lui, en fait, ce qui définit Clark, c'est pas ce sous-message que ses parents lui ont envoyé depuis Krypton, non, c'est ce que Clark fait lui-même. C'est-à-dire que s'il veut sauver le monde, eh ben, il sauve le monde, c'est pas parce que ses parents lui ont dit tu dois sauver le monde et aider les humains que tu dois le faire. Non, il le fait parce qu'il a envie, et parce que c'est ce qui le définit lui. Il y a un message que dit Kent, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait définit qui on est, et pas ce que les gens veulent nous faire faire. Et ça, c'est un message qui porte espoir et qui ramène l'espoir du côté Superman. Superman, c'est le symbole de l'espoir. Et là, ce que Kent dit, c'est littéralement le message de l'espoir. Et c'est ce qui va permettre à Clark, du coup, de retrouver foi en soi. Et c'est un message que tous les pères devraient donner à leurs enfants quand ils ont des soucis. Ou que n'importe qui devrait donner à son entourage quand quelqu'un se sent mal. C'est vraiment le message qu'il faut donner. C'est l'un des meilleurs messages de ce film d'ailleurs. Et on en sait peu sur ses parents. C'est aussi que Martha Kent a beaucoup plus émotif, elle lui montre un peu plus ses émotions que Kent, mais là, du coup, cette scène-là où on voit le gros câlin entre les deux, c'est l'une des scènes les plus émotives du film et qui m'a énormément touché. Ensuite, on parle de Superman, il faut parler désolé, mais du compagnon à quatre pattes de Superman, c'est Krypto. Superman sans Krypto, c'est pas Superman, il est hyper important. C'est pas pour rien qu'il y a eu une série à une époque qui s'appelait Krypto de Superdog, qui était une des séries de mon enfance. Et là on a un Krypto qui n'est pas obéissant, qui est un chien qui fait que des bêtises, que en fait Clark semble garder pour quelqu'un. On ne sait pas encore qui, mais on va le découvrir plus tard dans le film et je vous en parlerai d'ailleurs. Et qui en fait est juste un chien qui aime jouer, donc à bouffer les babales qui sont des technologies qui volent, à jouer, à s'amuser, à lécher en fait. Et par contre, quand il y a des scènes de combat et quand des intrus viennent de la force de la solitude, il va y aller. Il est là chez lui, il faut pas prendre chez lui. Donc il a ce côté où en fait c'est très très mignon, ce côté on ramène encore plus d'humanité à Clark, à Kal-El, avec un chien qui n'est pas n'importe quel chien, qui a une cape, qui a des super pouvoirs, mais qui est intéressant quand même et qui est utile à certains moments pour ramener l'humanité chez Clark, pour ramener du fun dans les combats, pour avoir un côté un peu plus humoristique, un peu plus cool. C'est à peu près tout ce que le personnage fait, mais c'est important de ramener ce super chien, donc Krypto, parce que ça reste un élément à part entière de l'histoire de Superman et qu'on a très peu vu je crois qu'on l'a même pas vu dans Man of Steel et qu'il y a beaucoup de films qui l'ont pas montré, beaucoup d'œuvres de Superman qui l'ont pas montré alors que c'est hyper important. Et bien sûr, dernier personnage quand on parle de Superman hyper important en réalité, parce que c'est le pont entre Superman et Clark Kent, c'est Lois Lane. Qui est en fait une Lois Lane qui sort déjà avec Clark, qui sait déjà que Clark est Superman, qui en fait vit depuis un petit moment une histoire d'amour avec lui, mais qui a des doutes, qui se dit mais tu écris tout le temps, on s'entend pas tout le temps bien, est-ce que c'est vraiment bien qu'on soit ensemble tous les deux? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors qu'on sait tous que c'est une bonne idée, qu'il faut que les deux sortent ensemble, hein. Ça reste le couple phare chez DC, Superman et Lois. Mais c'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs dans la série du coup Superman et Lois, la dernière série qui existait, et en fait les deux se ressemblent beaucoup, et c'est ce qu'on voulait dans un film Superman et Lois. Lois qui a des doutes,
qui sait pas vraiment si elle aime Superman, qui en fait au fur et à mesure du temps va se rendre compte qu'elle l'aime vraiment, qu'elle veut le sauver, qu'elle peut pas vivre sans lui, parce que ça reste Clark et ça reste son histoire d'amour, son homme. Et on voit ces moments-là de difficulté, ces moments aussi où elle reprend confiance en elle, où elle a des difficultés à avoir confiance en son couple. Et c'est très réaliste, c'est tout ce qu'on veut quand on parle du coup de Superman et Lois. Une Lois qui est déjà une journaliste à part entière, qui du coup est très proche du métier, c'est-à-dire qu'elle va dire à Clark, il y en a pas, que ce soit toujours toi qui interviewe Superman, il faut que quelqu'un d'autre nous interviewe, donc vas-y, moi je vais l'interviewer, je vais te montrer ce que c'est d'avoir des vraies questions de journaliste, d'avoir des difficultés à répondre, de vraiment ce côté très journaliste, très à part entière, qui d'ailleurs est très peu proche de Jimmy Olsen, de Cat Grant, de tous les autres journalistes, qui est la journaliste phare. Mais qui au fur et à mesure du film va aussi être celui qui va être très proche de Superman et qui va dire ah mais oui en fait il a l'humanité, il faut que je le sauve, je peux pas vivre sans lui. Elle qui pensait qu'en fait cette histoire d'amour elle allait pas marcher, elle sait très bien que sans lui elle est rien. Et c'est important d'avoir ce côté de personnage que Rachel Brosnahan joue très bien, franchement c'est pas pour rien que c'est une des, je pense, des meilleurs choix qui existaient pour jouer du coup ce personnage là. Ensuite, on va parler des journalistes aussi présents. Donc là, une grande image, un personnage plus important. Donc, on voit Jimmy Olsen derrière elle. Il a la tête des comics, mais en fait, c'est pas Jimmy Olsen le meilleur pote de Superman. Il a genre une scène au début du film où il fait une sorte de check à Clark parce qu'il a eu son article en première page, mais c'est tout. Il est juste là pour. En fait, il y a une histoire qui est assez connue des comics, c'est-à-dire F. Tessmacher, dont on va parler par la suite. Elle est ramenée dans le droit chemin parce qu'elle est sauvée par Superman. Du coup, il n'est plus proche de l'ex, elle le quitte d'ailleurs. En fait, cette histoire-là a été transférée dans ce film sur Jimmy. C'est en fait l'indique de Jimmy qui va lui dire il faut que t'arrêtes avec l'ex, mais je peux pas, je sais très bien qu'il enferme ses petits amis loin et que si je le quitte ça va faire un trop gros souci. Et au fur et à mesure du film, elle va se rendre compte qu'elle est maltraitée par l'ex, elle va envoyer des infos à Jimmy, elle va être proche de Jimmy, en fait elle aime Jimmy, c'est son ex, et elle veut se remettre avec lui, mais en fait c'est juste ça, c'est un homme à femme quoi. Et à côté de lui, on a Cat Grant, qui est en fait une femme à homme. C'est tout ce qu'on sait dans le film. Elle n'est pas encore d'actrice de Catco, c'est encore très tôt. Elle est journaliste à Deep Planet, mais quand elle parle, voilà, toutes ces scènes avec elle, en fait, elle parle toujours d'hommes. Avec qui elle a couché, avec qui elle a vécu. Rien d'autre. Et c'est un peu triste quand on sait que Cat Grant, c'est quand même une grande journaliste, et dont on a très peu d'infos. Et c'est aussi ce côté où en fait on a très peu de journalistes présents, alors qu'on sait que typiquement il y a un homme qui s'appelle Ron Troop, qui est censé être le premier dans les comics à avoir découvert l'histoire de Superman, et là il est juste là en tant que dire ah bah il existe, mais on a peu de choses. Mais bien sûr c'est des déceptions, et je vais vous en parler par la suite parce qu'il y a d'autres déceptions qui arrivent avec d'autres personnages. Par contre, l'une des grandes réussites du film, et je peux pas vous dire qu'il n'y a pas meilleure réussite du film pour moi, c'est deux personnages de Justice Gang, oui je dis deux parce que voire trois, maintenant qu'il y a un nouveau personnage dans Justice Gang. Donc déjà on va parler de Mister Terrific. Je le connaissais grâce à la série Arrow, qui était déjà un très bon Mister Terrific qui ressemblait aux comics. Et là, désolé, mais c'est Mister Terrific. L'acteur qu'ils ont choisi incarne parfaitement Mister Terrific. Avec ce côté technologique, déjà son costume, c'est littéralement le costume des comics, le costume qu'on a toujours rêvé de voir. Et ça lui va tellement bien. Et ce côté où en fait, je suis très scientifique, j'ai pas d'émotion, mais quand même Superman il est emprisonné, ah oui mais c'est quand même notre allié, il est quand même proche du monde, le monde l'adore. Ah oui ok, même si j'ai pas de sentiment, je vais aider Lois Lane à le sauver. Et il montre tellement que la technologie peut être très utile en combat avec toutes ces stratégies, toutes ces machines, ces petites bouboules en fait, qui sont des bouboules qui permettent de voir, ces sphères, j'ai oublié leur nom, mais des sphères spécifiques qui sont... et qui, même il y a une scène de combat à un moment donné où il utilise ses pouvoirs, tu dis ah mais il est pas si nul que ça en fait, c'est pas n'importe qui, c'est Mister Terrific. Et il porte bien son nom, quand il se bat il fait peur quand même, hein. Ce côté très intelligent, sans émotion, qui en fait a un tout petit peu d'émotion parce qu'il va aider Clark à Superman à être sauvé, à revenir dans le droit chemin, enfin à revenir sauver le monde à la fin. Mais tu te dis ah ouais quand même, c'est pas n'importe qui, c'est Mister Terrific et il faut pas le prendre à la légère. Donc c'est une des plus grandes réussites du film pour moi, avec l'un des personnages auquel j'attendais tellement de choses et je peux pas être plus content de voir ça, c'est Green Lantern Guy Gardner, joué par Nathan Fillion. Guy Gardner c'est pas n'importe qui, c'est quand même un des lanternes qui a fait les green, qui a fait les yellow, je crois aussi, enfin qui a fait les green, les white, je sais plus, il a fait plein de corps de lanterne et qui est l'un des Green Lanterns les plus spéciales. Parce que il est différent, c'est quand même une tête à claque, un mec qui a pas d'émotion, qui se gêne pas pour insulter, qui est très arrogant. Et Nathan Fillion joue très bien sur Guy Gardner. Il utilise très bien aussi les pouvoirs des lanternes. Et il utilise aussi le serment, même si on l'a jamais vu recharger ou on ne connaît pas son origin story. Mais c'est intéressant de se dire, on n'a pas besoin de l'origin story des lanternes, on sait très bien qui sont les lanternes. Et dans les scènes de combat, il est très utile aussi, mais il est là à dire en fait, je suis le chef de Justice Gang et nous ce qu'on fait, c'est on détruit la créature même s'il y a des dégâts aux alentours.
Là où Superman est là, mais il faut faire attention aux humains, faut faire attention à tout. Et pourtant, les humains sont plus du côté de Justice Gang et des autres, même des méchants, que Superman, parce que pour eux, en fait, ils veulent nous envahir, donc ils nous aident pour nous envahir. C'est pas normal. Mais vraiment, Guy Gardner, joué par Nathan Fillion, est l'une des plus belles réussites que j'ai pu voir chez DC Comics. James Gunn a tellement compris le personnage. La seule déception que j'ai, c'est un peu le costume qui, pour moi, pourrait être mieux, mais bon, ça reste le costume de Lord Tech, et dont on pensait d'ailleurs voir un changement dans le film, mais pas du tout. Peut-être dans la série Lanterne, où du coup Guy est censé être présent, mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu, et on n'a pas vu du coup de changement de costume, ce qui m'a un peu attristé. Ensuite, on a un personnage joué par Anthony Carrigan, donc Rex Mason, qui est Métamorpho. Et là, on a une très belle scène. En fait, Métamorpho, il a été là quand Superman a été prisonnier, parce qu'on sait qu'il a été prisonnier à un moment donné, on l'a vu dans les bandes annonces et tout, pour mettre de la kryptonite, c'est pour empêcher Superman du coup de s'échapper. Parce que c'est un homme qui peut modifier sa physique pour se métamorphoser, dont son nom Métamorpho. Un homme qui en fait fait ça parce que son fils, Jason du coup Mason, Joseph Mason d'ailleurs, est emprisonné et il veut pas qu'il soit tué. Et en fait, au fur et à mesure du temps, enfin du film, ça va être très vite, en 5-10 minutes, il va se rendre compte que même si Superman dit la vérité, Lex va tuer des gens face à lui, des gens qui sont proches de lui, des humains même. Un homme qui s'appelle Mali, en fait, qui avait un jour offert de faire l'alpha à Superman, et Superman avait très bien aimé ça. Et il va le tuer devant lui alors qu'il avait dit la vérité. Et là, pareil, il va comprendre qu'il y a un souci et qu'il du coup, il faut que Superman s'échappe et qu'il sauve son fils. Et là, ok, je comprends, il faut que je me transforme, il faut que je change tout. Donc il va créer un soleil, c'est d'ailleurs cette scène là que vous voyez là, pour redonner du pouvoir à Superman, qui va ensuite sauver son fils Joseph. Et on va avoir une scène aussi dans un univers de poche, puisque Lex a créé des univers de poche qu'on avait dans le trailer de Peacemaker saison 2, donc ça devient très utile actuellement. Pour s'échapper de cet univers de poche, il va se métamorphoser en tout. Il va faire des très bonnes métamorphoses pour se combattre, de l'acide pour tuer des ennemis, donc il sait se battre facilement. Et même à la fin du film, quand il faut sauver un des pays parce qu'il y a une sorte d'invasion, il va transformer sa main en énorme marteau pour détruire un tank. Donc Métamorpho utilise très bien ses pouvoirs et c'est un personnage assez important des comics, enfin pas le plus important mais qui a quand même des très bons pouvoirs et on espérait en voir pas mal et là on en a vu très bien. Et d'ailleurs à un moment donné on va voir aussi qu'il a du coup sa femme, Sapphire Stagg, la fille de Samuel Stagg, c'est pas n'importe qui puisqu'on sait très bien qui est Stagg de Stagg Industries, je touche sur les films de Batman, je ne me trompe pas, et ben elle est jouée par Pomme Clémentif. Donc on sait qu'elle va être présente pour jouer plusieurs personnages, je crois qu'elle est aussi pressentie pour jouer Huntress et tout, donc ça va être intéressant. Et leur fils, du coup, Joseph Mason, est aussi un super-héros qui sera à un moment donné, je crois, Métamorpho, qui a les pouvoirs de son père. Mais c'est intéressant du coup de voir un extraterrestre, un méta-humain, qui était du côté de Lex parce qu'il était forcé et qui en fait va retrouver le bon chemin grâce à Superman. Maintenant on va parler des déceptions. Hawkgirl pour moi est une grosse déception de film parce qu'elle est là présente pour un combat, deux combats en fait. Les combats au milieu du film où on comprend que la Justice Gang existe et à la fin du film où du coup il y a le combat face aux héros sur plusieurs et aux ennemis, des héros face aux ennemis sur plusieurs endroits. Elle se bat plutôt bien, à un moment donné même elle dit bah, je suis pas Superman donc si toi je vais te jeter du haut du toit je vais te tuer quoi. Et elle dit son cri d'Hawkgirl mais elle est très peu présente à part du côté où du coup quand Lois vient là dire Justice Gang et que la magicienne trafic c'est le seul qui va venir l'aider, faut sauver Superman, il est emprisonné. Et là bah, du côté de Guy en fait faut pas qu'on se mêle de ça parce que après les gens vont nous prendre pour des méchants, on n'est pas de ce côté là, on n'est pas lié à la politique, ouais bon voilà. Mais elle est très peu présente, ça m'attriste un peu quand on sait que Hawkman dans Black Adam était très important, très présent. Et ça manque de Hawkgirl, sachant que c'est deux personnages assez importants qui sont liés normalement. Et c'est assez triste du coup d'avoir ce peu d'infos sur le personnage et de peu de présence. Mais bon, on peut pas tout mettre dans un film. Elle est quand même présente et Isabelle Merced joue assez bien le personnage. Mais c'est vrai que je suis un peu dégoûté de ce que j'ai pu voir. Et quand on parle de déception, je peux vous parler aussi du coup de Perry White, qui en fait est présent 2-3 fois dans le film. On le voit avec son cigare, on le voit dire allez postez-moi cet article même si il y a le monde qui est détruit parce qu'il faut que Lex et la vérité sur Lex Luthor soit dévoilée, qu'on donne toujours les meilleures infos. Et qui du coup est présent à dire à Clark qui est souvent en retard comme d'habitude, c'est en retard. Mais sinon il est très peu présent et c'est une des séries de films qui me manque un peu parce que j'aurais voulu en voir plus du Perry White. Tout comme Jimmy Olsen on a vu très peu, c'était pas très accurate, c'était très bizarre. Cad Grant aussi, voilà. Hawkgirl, c'est assez triste de voir ce personnage là qui manque. Par contre, ensuite, on a un duo de méchants. On va déjà commencer du duo, on va dire le duo méchant, mais en dessous du vrai méchant.
C'est-à-dire Ultraman, qui est le mec derrière Superman, et l'ingénieur. L'ingénieur, en fait, c'est une femme qui a décidé que pour aider Lex, qui voulait détruire Superman, et ben, elle va aller avoir des nanobots, des petits trucs dans son corps pour qu'elle puisse se transformer en tout ce qu'elle veut. Et Ultraman, c'est en fait un personnage qui est aussi du coup le marteau de bord à vie, qui Lex utilise pour du coup contrer Superman. Une sorte de robot, puisque à chaque fois Lex, quand ils se battent, il donne une combinaison, genre A2 ou un truc comme ça, pour que ça fasse un coup. Il en a plus de 200, il a bien expliqué Superman. Et c'est assez triste de comprendre, en fait ils sont très intéressants, puisque l'ingénieur est celle qui va pouvoir s'en prendre à Crypto, qui va pouvoir aider à capturer Crypto, qui va pouvoir déchiffrer la suite du message pour du coup dévoiler qu'en fait les parents de Superman, de Clark étaient là pour en fait qu'ils envahissent le monde. C'est là où le monde va être contre lui, c'est là où vraiment le monde va être contre lui. Et par contre elle a une fin assez triste parce que bim, elle se transforme dans le dernier combat, Superman vole le plus haut possible et redescend avec un impact, elle meurt. Rien d'autre. Et Ultraman c'est un peu plus différent, puisque Ultraman en fait on apprend plus tard quand ils se combattent qu'en fait c'est juste le clone. Il a cloné, Lex a cloné Clark, Kal-El, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il peut rentrer dans du coup Forteresse de Solitude, puisque il a, grâce à un des cheveux de Kal-El, pu le cloner. Et on pense, et beaucoup de gens le pensent, c'est l'une des premières versions de Bizarro. Et en fait c'est une version un peu triste, enfin qui se bat bien, qui grâce à des sortes de même chose que du coup les sphères, mais des sphères de Lex, que Lex utilise du coup pour voir ses alentours, et peut savoir ce que va faire Kal-El, Superman, pour du coup contrer avec ses 200 coups, ses coups que du coup Lex a bien réfléchi. Et en fait c'est juste à la fin du film, grâce à Crypto qui a tout bouffé parce que c'est un chien qui aime bouffer les babales, et hop, il a plus rien face à lui. Kal-El, du coup le clone de Kal-El, Ultraman, ne sait plus ce qu'il doit faire, donc il se fait défoncer, même s'il y a des moments où en fait, il va, sans combinaison, il va se dire ouais mais je suis un clone mais je peux quand même réfléchir et aller me battre, mais il va se faire défoncer facilement par Clark, et même s'il a fallu du temps dans le film pour que Clark comprenne qui est Ultraman, qu'Ultraman du coup s'en prenne à lui, qu'il ait de la difficulté, Clark a toujours le vaincre jusqu'à ce qu'il comprenne qui il était vraiment, donc ça met du temps, et c'est l'une des bonnes choses du film, c'est pas un mec qu'on défonce dans 2 secondes. Et on a aussi du coup Rick Flag Senior qui est du coup juste le directeur d'une des forces spéciales et qui est juste là parce que le gouvernement a vu du coup le vrai message que Lex grâce à l'ingénieur a pu déchiffrer la suite, donc le message en entier, et ils ont dit oui, celui-là est un danger, il faut le capturer, donc ils ont laissé ce qu'ils appellent du coup le Planet Watch, le projet Planet Watch de Lex, donc il y a l'Ultraman, l'ingénieur, toutes ces du coup son armée à lui qu'il a inventé de robots, de tout ce qu'il a inventé dans le type d'armée pour capturer Superman. Et le gouvernement va dire Planet Watch peut faire ce qu'il veut pour capturer Superman. Donc c'est un peu comme ça qu'on Rick en fait il fait ça, mais en étant un peu forcé. Même si à mon avis ça le fait pas trop chier. Sachant que je pense que ça peut le faire un peu, ça peut l'embêter un peu parce que lui est plus contre Lex et surtout Peacemaker. D'ailleurs Lex, vous avez l'image maintenant, je vais parler de Assault, parce que Peacemaker est plus du côté rangé du côté de Lex, sauf que Peacemaker a tué le fils de Flex Senior. D'ailleurs qu'on verra dans la saison 2 de Peacemaker. Ensuite Lex, joué par Nicolas Hoult, est un très bon Lex. Vraiment ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un très bon Lex. Faut pas oublier que celui de Jesse Eisenberg dans Super Man of Steel, c'est tout sauf Lex. Vraiment. Alors que là, c'est un Lex qui réfléchit, qui déteste vraiment Superman, qui a réfléchi des années pour du coup pouvoir contrer Superman, être son ennemi juré et pouvoir vraiment en fait lui faire face, qui veut le détruire, qui veut qui est un traître, parce qu'en fait Lex, son projet à lui, Superman veut en fait l'empêcher le Jaranpur d'être envahi par la Boravi, qui est un allié Laboravi des États-Unis. Mais en fait, Lex a vendu de l'armement à la Boravi et les États-Unis savent qu'il a vendu pour 80 millions. Sauf que grâce à Lois Lane, on apprend qu'en fait il a vendu que pour 1 million. Et les autres moyens, enfin les 70 millions, c'est gratuit. Et parce que Lex voulait que la Jaranpur soit envahie par la Boravi pour que ensuite une partie du Jaranpur appartienne à Lex. Et il en fasse son endroit, lui, sa ville. Donc en fait, il a trahi les États-Unis, c'est un traître. Et c'est grâce du coup à Lois Lane, à Daily Planet qu'on l'apprend. Et surtout à Yves Tessmacher, donc on va parler par la suite. Mais c'est un mec du coup qui a plus d'un tour dans son sac, qui n'est pas lié à un pays comme on pourrait le penser, qui est juste là parce qu'il était Superman et qui veut lui faire du mal.
C'est juste le fait que Superman soit un extraterrestre. Les autres ils s'en foutent un peu parce qu'ils se mêlent de leurs affaires, ils font pas n'importe quoi contre lui, alors que Superman déchoue tous ses plans et ça le fait chier. Mais c'est un très très bon Lex qui est très fort dans son jeu. Et franchement, j'ai adoré ce côté. Lex, il arrive à faire ce il a une lunette de soleil, il est hyper cool. Il dit ah, j'ai enfin trouvé l'endroit qui va me permettre de tout défoncer par Superman. Quand il se fait avoir par Superman à la fin, il est énervé, il comprend pas, il est vraiment ce côté très intelligent, où en fait il pense tout savoir et en fait non. Parce qu'à un moment donné, il dit en fait, l'intelligence bat les muscles, sauf que Superman va s'en servir pour battre Ultraman, et là ça va faire un peu chez Lex, mais c'est vraiment celui qui déteste le plus Superman, et c'est vraiment l'ennemi juré de Superman comme on l'attendait. Et Nicolas Hoult est très bon dans ce rôle. J'entendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bon que ça, et je suis très surpris, et je suis très content de me dire ah, franchement, très très bon comme mec. Et donc quand on parlait bien sûr d'autres personnages, on parlait donc d'Eve Tessmaker, qui est hyper importante dans ce film pour le fait qu'en fait elle est toujours là derrière Lex à faire des selfies à chaque fois. Et en fait elle fait que des selfies, elle va donner des infos à Jimmy, elle s'en indique, et à la fin quand elle va comprendre que Lex est son ennemi, qu'il lui fait du mal à tout, qu'elle va tout envoyer à Jimmy va dire en fait elle m'a juste envoyé des selfies. Et là en fait ils vont tous regarder tous les selfies avec Lois parce qu'il va montrer à Lois aussi qui était son indique. Et derrière tous les selfies, il y a des infos. Là, on a la carte de l'agent Apo, où il y a un côté qui va appartenir à Alex, la carte de toutes les infos de Lex grâce à elle. Donc c'est une génie sans le vouloir. Et en fait, c'est juste ce qui m'attriste ce côté où en fait, Eve est souvent plus proche de Superman et parce qu'elle est sauvée par Superman que par Jimmy Olsen. Et là, ils ont un peu transposé ça sur Jimmy. J'ai pas vraiment compris l'intérêt, mais elle a un petit intérêt dans le film, pas un grand intérêt, mais d'une femme en fait qui aime Jimmy, qui en fait veut retourner avec lui, qui est avec Lex parce qu'elle pensait qu'elle l'aimait. En fait, c'est un monstre et elle s'en rend compte au fur et à mesure du film. Mais c'est un truc qu'elle aurait dû comprendre grâce à Superman et pas grâce à Jimmy Olsen, qui me déçoit un peu. Mais ça reste un personnage qui, en fait, on pense qu'elle est débile, qu'elle fait des choses juste parce que c'est une top modèle qui aime s'amuser. En fait, elle a un côté très intelligent qu'on comprend pas toujours, qu'on pense. Et à mon avis, elle a pas fait ça pour rien. Elle savait très bien qu'en faisant ses filles derrière, elle verrait tout. Et elle, du coup, elle a aidé sans s'en rendre vraiment compte. Et ça fait que c'est pas un personnage très débile comme on pourrait le penser, une top model sans cerveau. Ça donne un peu plus d'humanité au personnage et c'est d'ailleurs mieux. Et un peu plus d'intelligence à un personnage que tout le monde pensait être débile en fait. Parce que c'est une top model. Bien sûr qu'on a parlé d'à peu près tous les personnages. Donc on peut parler des scènes de fight. Là, c'est la scène de fight de fin. Et les scènes de fight sont très intéressantes parce que Superman, quand il affronte par exemple au tout début du film Martin Boravi, il a la difficulté. Il va du coup être sauvé par les robots de la face de la solitude. Il va retourner au combat. Il va encore avoir de la difficulté parce qu'en fait, c'est Alex qui le contrôle Martin Boravi et il est fort et il comprend tout. On a ensuite beaucoup de difficultés, donc on va tout comprendre. En fait, c'est un Superman au début qui se fait toujours défoncer, qui, même quand il se bat, a beaucoup de difficultés à tenir, parce qu'il a ce côté où en fait, il faut qu'il se batte contre des créatures, mais qu'en plus il sauve les humains, donc il peut pas tout faire à la fois. Et il veut toujours tout bien faire. Mais dans tous les scènes de combat, en fait, il est souvent, quand il est seul, il a souvent pas qu'un seul ennemi face à plusieurs ennemis, donc il doit toujours contrer plusieurs ennemis. Et il y a une ou deux scènes où, surtout la scène où en fait il est face aux sortes de Gaiju, enfin le Geiji qu'on a vu dans les trailers. Il a juste Gang qui arrive où lui il a, ok, vous êtes là pour m'aider, mais il faut pas détruire le monde à côté, il faut vraiment faire attention aux humains et tout. Et là où le Justice Gang s'en fout, donc il est là. Dans ses combats, en fait, il a beaucoup de difficultés. C'est de très bonnes scènes de combat, très bien chorégraphiées, on va pas se mentir. Mais à côté de ça, il a ce côté où en fait l'histoire est dans les scènes de combat, où l'histoire en fait, je veux aider les humains, je veux pas qu'ils meurent par ma faute, soit des dommages collatéraux. Et donc il a beaucoup de difficultés à être face à tout le monde et à tenir tête à tout le monde jusqu'à ce qu'ils comprennent à la fin du film qu'en fait c'est le Justice Gang, ils ont enfin compris qui j'étais et qu'il fallait du coup aider les humains. Moi je peux être seul face à ces ennemis là et je peux aller du coup faire attention à ces ennemis là. Les humains sont bien enfuis, quand les humains sont enfuis et que j'ai trouvé l'endroit où je peux me battre, donc là c'est un stade, et je peux y aller, je peux me libérer et du coup réussir mes scènes de combat. C'est ce que j'adore les scènes de combat de Superman, c'est qu'il met du temps à du coup pouvoir faire face à ses ennemis. Il doit réfléchir, il doit pas y aller comme un bourrin, même si au début du film c'est ce qu'il fait, mais au fur et à mesure du temps il doit comprendre qu'il doit réfléchir, qu'il a de la force, mais que son humanité fait qu'elle se calme un peu, sa force qui doit sauver l'humanité. Donc c'est des très bonnes scènes de combat très bien chorégraphiées, avec une histoire à l'intérieur des scènes de combat qui font qu'il doit prendre le temps et de développer du coup, ses pouvoirs et de développer aussi son côté humain pour ensuite se libérer de sa pleine puissance et pouvoir enfin battre ses ennemis à la fin du film, mais
pas aussi facilement qu'on aurait pu le penser dans plein de films Man of Steel où en fait ils se sont battus très facilement, ou plein d'autres films. Là il met du temps, et ce que j'adore sur cette scène de combat là, c'est qu'il y a du temps, et en plus de ça c'est très très bien chorégraphié, il n'y a aucun chichi, vraiment, tout, tu comprends tout bien, les scènes sont très bien chorégraphiées, très bien foutues. Je suis très content du coup de cette côté là qui est très bien foutu, et qui est très bien accompagné du coup par ce qu'on appelle aussi, et donc je vous en parle tous les jours d'ailleurs dans toutes mes critiques, la soundtrack, donc c'est-à-dire la soundtrack, du coup, musique d'ambiance, donc qui est une très très bonne soundtrack, qui est très utile, qui sert énormément au film. On avait besoin de cette soundtrack là et qui fonctionne très bien. Donc je suis plutôt content d'avoir une très bonne soundtrack dans ce film-là et qui sert au film. C'est-à-dire qu'on a les mots. D'ailleurs, on retrouve le thème Superman qui est un peu mixé mais qui fonctionne bien, qui est très bien foutu, qui est plus actuel, donc c'est bien mieux. Ensuite, on a quoi d'autre? Pendant les scènes de combat, on a bien de suspense avec la musique. En fait, la soundtrack est très utile dans ce film-là. Elle aide énormément au film. Et sans ça, je pense que le film n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir une très bonne soundtrack dans ce film-là. Et franchement, je peux dire que du bien de ça. C'est une soundtrack qui sert au film plus qu'à le dessert. Et c'est très important dans ce type de film-là. Et qui fonctionne énormément bien. Qui chaque personnage a son thème. C'est tout ce qu'il nous fallait en fait quand on parle de soundtrack. Et quand on doit finir dans cette triplette que je nomme souvent moi, musique, fight, donc combat et décor. Les décors du film sont magnifiques. Déjà, la forteresse Solitude est très très belle dans l'Antarctique. On a vraiment une forteresse Solitude qui ressemble à ce qu'on aurait pu penser dans les comics, à ce qu'on peut voir, et qui est très belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Metropolis est très bien amené, c'est très joli, très éclairé. En fait, il y a très peu de, c'est très coloré. Contrairement du coup aux univers de poche de Lex qui sont très sombres, donc qui rabat le côté où en fait c'est là où les gens sont emprisonnés, où en fait ils peuvent pas s'en sortir, où c'est le mal, c'est là où tout le monde est emprisonné et vraiment c'est le mal, c'est là où tout se passe mal. Contrairement au monde où tout est coloré, où grâce à Superman l'espoir est là. Donc tu as cette dualité qui fonctionne très bien dans les décors et qui est très bien amenée avec le jeu de couleurs, qui pour moi n'est pas d'anodin et qui est très utile et très important. Et donc je suis vraiment content que ça fonctionne bien, que ça fasse tout ce qu'on avait vraiment rêvé. Et c'est le côté où les décors sont hyper importants et ça rappelle Superman. C'est les décors de Superman, la ferme des Kent, c'est magnifique. Rien à dire, ça ressemble à la ligne des fermes qu'on aurait pu penser avoir vu dans toutes. Et l'une des meilleures d'ailleurs, parce que celle de Superman c'est très joli, et celle-là il ressemble d'ailleurs pas mal je trouve. Donc c'est très bien, et c'est ce que j'attendais d'un décor de Superman. C'est à peu près du coup tout ce qu'on peut dire sur un personnage. Et maintenant donc je vais vous parler en fait de la suite. Puisque bon, en fait la suite va regrouper la fin du film et les scènes post-génériques. En fait à la fin du film, Clark, quand il va avoir tout détruit, quand il va devoir revenir, quand le monde ira mieux, quand Ultraman sera défait, quand Lex va aller à Belle Rêve, donc une prison très connue où il y a le plus grand des méchants, où il pourrait rencontrer plein de monde et on ne sait jamais, il va sur une équipe d'alliés. D'ailleurs Lex, on a aussi dans les personnages de Lex Otis, donc Otis Burke qui est très peu présent mais qui reste là en fait être le directeur des opérations de Lex. Mais oui, du coup, quand Lex est amené à Belle Rêve, quand Ultraman est détruit, quand l'ingénieur aussi est détruite, elle est morte même, que toutes les prisonniers de l'univers de poche sont ramenés à la vie, donc Eve retrouve Jimmy, que tout le monde retrouve sa famille, que la Bouravi et la Jaradpour, le conflit est arrêté. Grâce du coup à la Justice Gang qui est venue pendant aider le peuple du coup de Jaradpour grâce à avec l'aide de Métamorpho qui pourrait rentrer aussi dans la Justice Gang parce qu'il aime ce côté là. Donc Guy Gardner qui est le chef va dire ah bah si t'aimes non Justice Gang bah t'es engagé. Et Superman qui avec lui Mr. Terrific à Metropolis pour arrêter du coup une faille qui a été causée par l'univers de poche de Lex qui devait tout détruire. Et bien, en fait, à la fin, Superman va rentrer chez lui. Il va, après avoir, du coup, bien sûr, embrassé Lois, que tout ça va rentrer dans l'ordre, elle va lui dire, enfin, elle va lui dire à la fin du film, je t'aime. Donc, elle sait qu'à faire mesure du film, elle a compris, elle a des sentiments pour lui, mais des sentiments très forts. Elle va être là, et quand ça va être tout fini, lui, il va revenir, du coup, à Forteresse pour se faire soigner par, du coup, tous les robots qui, d'ailleurs, sont eux-mêmes se réparer, parce qu'ils ont été détruits par Alex et, du coup, toute son équipe quand ils sont rentrés dans la Forteresse de Solitude pour des infos sur Superman, et donc, le détruire grâce du coup au message de ses parents. Et il va se soigner et quand il va revenir et être soigné, on va découvrir un personnage plutôt intéressant qui est Kara Zor-El qui va revenir dans sa forteresse. Millie Alcock qui du coup porte son costume Supergirl avec une veste par-dessus. Et en fait j'étais l'un des premiers à me dire mais pourquoi avoir choisi Millie Alcock pour jouer Supergirl, pour jouer Kara? C'est pas elle qui a le meilleur artifice dans le trio qui a été choisi.
Et je peux vous dire que j'ai eu tort. Juste l'avoir dans ce costume-là, l'avoir joué en fait une Supergirl qui arrive, qui est un peu bourrée, et en fait on comprend que en fait Crypto qui obéit pas, bah, il lui appartient à elle, il pouvait lui appartenir qu'à elle, elle l'a jamais dressé, c'est son chien à elle que Clark a sauvé, qu'il gardait pendant qu'elle faisait la fête sur notre planète, ce que Clark dit bien en fait, ce que Kal-El dit bien. Et c'est vraiment la Supergirl qu'on attendait. Physiquement, elle y ressemble. Dans le jeu, en fait, t'avais la Supergirl très calme, très prude, très. Je suis une gentille fille. Non, c'est Supergirl qui, en fait, s'amuse. Qui est connue pour être une jeune fille qui s'amuse, qui est la cousine de Superman, qui était là chez les humains, c'est plus qui n'avait pas le même type de famille que lui, et donc qui s'amuse pas mal dans les autres planètes, qui adore faire la fête et qui revient du coup de temps en temps. Et là, elle est revenue voir Crypto qui était pour du coup le récupérer dans la forteresse solitude, qui en fait fait comme Crypto. Elle entre dans la forteresse, pas par la porte, mais parce qu'elle était bourrée, donc à un autre endroit. Parce qu'elle adore faire la fête. Et c'est vraiment ce que j'adore, ce que je suis hyper content et j'ai hâte de la voir du coup dans le film Supergirl de 2026, où elle devrait avoir comme antagoniste par moment, parce qu'on sait qu'il a un petit rôle, Lobo, joué par Jason Momoa, et ce rôle qui lui va à merveille, j'ai hâte de le voir aussi. Donc je vais vous dire que j'avais tort sur Millie Alcott quand Supergirl. Et donc c'est là que ça nous amène déjà à la suite. Et on se dit, alors Krypto sera dans le film Supergirl, et peut-être qu'on aura Kal-El aussi. Et la suite, c'est à peu près tout ce qu'on a. On sait aussi que dans les scènes post-génériques, en fait, c'est des scènes pas trop intéressantes. On voit du coup Clark, Kal-El avec Krypto dans ses bras. Donc Krypto qui commence à obéir à Kal-El, qui comprend qu'il faut qu'il obéisse et qu'il l'aime vraiment, tout comme il aime Kara. Donc c'est vraiment une famille à part entière qui regarde la Terre et qui est là. C'est magnifique en fait. Et on a ensuite une autre scène post-générique où en fait c'est Terrifié qui refait tout, qui te reconstruit tout, qui ne plaît pas à Kal-El. Donc on voit qu'en fait il y a une sorte d'amitié, de lien qui se crée entre tout le monde, et on se dit ah oui, donc ok, la Justice Gang en fait c'est presque la Justice League qui est en train de se créer avec Superman, avec les Sœurs Terrifiques, avec Green Lantern, avec Hawkgirl, avec Metamorpho, peut-être par la suite Batman, par la suite Wonder Woman. Donc on est en train de créer une sorte de Justice League, mais qui s'appelle en fait Justice Gang à la base, mais qui ressemble plus en plus à une Justice League avec un lien. D'ailleurs, l'endroit où sur le Justice Gang ça vit, c'est en fait le Hall of Justice qui ressemble au Hall of Justice des comics qu'on voit dans la CW, qu'on voit dans plein d'autres univers. Donc c'est assez intéressant. Donc la suite pour moi, ça serait donc un Superman qui va vivre d'autres aventures face à nos ennemis avec l'aide de la Justice League. Et pour moi, ça mène de suite à un film plus tard, mais je pense pas maintenant, pas comme DC l'avait fait à l'ancienne, enfin le DCU l'a fait à l'ancienne, mais comme Marvel l'a fait au fur et à mesure du temps. C'est après avoir bien développé le personnage, comme James Gunn l'a dit d'ailleurs dans plein d'interviews, et ben on aura un crossover qui amènera la Justice League. Mais donc c'est ce qui mène à ça, et donc pour moi la suite ça mène de suite au film Supergirl et au film et à la suite au crossover qu'on aura par la suite, et d'ailleurs un sequel parce que David Curatos l'a dit, et ben j'ai déjà un contrat en fait pour faire des suites. On verra dans d'autres projets. C'est pour ça que je me dis qu'il sera dans Supergirl et qu'il sera dans d'autres projets, et peut-être un projet d'ailleurs sur le Justice Gang ou un truc comme ça. La GSA peut-être qui pourrait être la Justice Society of America, on ne sait pas son vrai nom actuellement, mais la Justice Gang, et on apprend plus sur certains personnages. Mais donc la suite, c'est les prochains films qui suivent, mais il n'y a pas vraiment de théorie à se poser, ou c'est vraiment juste découvrir la suite grâce à Supergirl qui arrive à la fin du film. Mais les scènes post-génériques ne sont pas vraiment une suite à part entière, un lien vers la suite à part entière. C'est ce que je voulais dire absolument. Donc pour terminer du coup pour ce film, du coup d'ailleurs on a c'est un peu ça l'image qu'on a du coup de la première scène post-générique. Pour terminer sur ce film là, c'est l'un des 6 millièmes de comic book movie que j'attendais depuis longtemps. Maintenant je suis arrivé au cinéma, je vais pas vous mentir, dans la petite ville où je suis, il y a peu de monde qui vont le voir, mais je suis très content d'avoir pu le voir au cinéma. C'est un film à voir au cinéma, avec un David Corenswet qui joue très bien Superman, même s'il crie beaucoup, mais ça se comprend parce que c'est un mec qui est rejeté par son peuple alors qu'il ne devrait pas, il veut pas. Et on a un très bon lien entre chaque personnage. Il y a un Lois Superman qui est très bien, Lex très bien amené. En fait, tous les personnages sont bien amenés, même s'il y a certaines déceptions comme Hawkgirl, Perry, Cat Grant ou Jimmy. Mais c'est un film auquel je pourrais donner une note, je pense, de 8 sur 10, même de 8,5 sur 10 et de 17 sur 20, parce qu'il reste quelques points à améliorer. Mais un très bon film, qui est l'un des meilleurs films Superman. D'ailleurs, je pense que je vais même modifier ma note. En fait, c'est un 9 sur 10 et un 10 sur 20 en fait. Et c'est mon film favori pour l'instant de l'année. Et je ne peux que vous le conseiller de le voir si vous adorez Superman. N'écoutez pas les critiques de tous les gens qui disent c'est woke, que ça parle d'immigration et tout. C'est normal, c'est Superman, c'est un mec qui vient d'une autre planète. Et c'est normal, c'est sa force d'arriver sur Terre et vient d'une autre planète. Sa force en fait, surtout, vient de son père humain.
Et donc c'est là où en fait l'immigration, que même Dean Gale, l'ancien Superman, le dit, a critiqué ça, alors qu'en fait il a totalement tort. Ça promouvoit pas énormément l'immigration, ça promouvoit plus le fait que Superman est humain et qu'il apprend à devenir de plus en plus humain. Donc n'écoutez pas les critiques et faites-vous vos propres avis, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes fan de super-héros, si vous êtes fan de James Gunn, si vous aviez hâte de voir comment DC peut revenir dans la course face à Marvel, et ben voyez ce Superman et vous allez être juste abasourdi parce qu'il est tellement bien. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde!